un enseignement à distance, je vais considérer pour le développer 3 points clés. Le premier, comme je l'ai évoqué, c'est davantage d'asynchrone par rapport à synchrone. Puis je vais aller même donner des proportions, je vais choisir presque 20% de synchrone et 80% d'asynchrone. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'asynchrone? On va y arriver tout à l'heure, mais essentiellement mettre l'étudiant ou l'étudiant en mode actif, en quelque sorte. Deuxième point clé, un support de qualité. Un support de qualité, c'est un support simple, pas qu'il soit compliqué, mais qu'il soit précis et concis. On n'a pas besoin de faire de gros volumes, de grandes dissertations, de grandes quantités de textes, mais que ça soit très synthétique et très précis. Et puis médiatisé, c'est l'avantage des technologies et des moyens qu'on a actuellement. Donc ajouter des graphiques de synthèse, de la vidéo, des schémas, etc. C'est des éléments qui rendent le suivi de l'apprentissage beaucoup plus agréable et beaucoup plus efficace. Troisième point clé, c'est l'étudiante et l'étudiant et ses interactions. Alors ces interactions avec le contenu qu'on va lui donner, avec ses collègues et avec son enseignant. 3 composantes qu'il faut prendre en compte dans le développement de l'enseignement à distance. Dans ce développement-là, je vais citer quelques éléments à considérer. Alors le premier de ces éléments, évidemment, c'est la planification. On doit, comme tout enseignement, planifier les choses correctement, mais avec un souci particulier, c'est l'alignement pédagogique. Et là, il faut être très clair là-dessus. Cet alignement pédagogique donc, suppose un alignement entre l'apprentissage, les apprentissages visés, les activités d'apprentissage qu'on va concevoir, et puis l'évaluation. Ça voudra dire qu'on va se poser la question, que devraient savoir les étudiantes et étudiants? Que devraient-ils pouvoir faire? Quelles compétences devraient-ils développer? Puis, quelles méthodes aideront mes élèves ou mes étudiantes et étudiants à réaliser les apprentissages? Et puis, dernier lieu, comment puis-je vérifier que les apprentissages ciblés ont bien été réalisés? Le deuxième élément, c'est la modularisation. Quand on est dans le présentiel, on a l'habitude de donner un cours de manière linéaire, et puis on joue sur le débit que nous contrôlons, que nous avançons à notre rythme de manière raisonnable en interaction avec les étudiantes et étudiants. Quand on développe un cours en enseignement à distance, on n'a pas ce contrôle-là. Par contre, ce qui est important, c'est d'alléger chaque bloc, donc de rendre tout le cours sous forme modulaire et de concevoir ces modules sous forme de ressources pour l'étudiant, mais aussi d'activités d'évaluation formative. Alors, l'évaluation formative, ça veut dire des évaluations qui permettent à l'étudiant de vérifier ses acquis et de s'assurer, de prendre une assurance par rapport au contenu et aux activités qu'on lui donne, avec une rétroaction. Et là, les technologies permettent même de faire une rétroaction automatique. On a par exemple le choix des questions à choix multiples, ou en cas de mauvais choix, on a tout de suite une remarque ou un complément d'information pour guider l'étudiant vers la bonne solution. Alors, l'autre élément qu'il faut considérer, c'est des activités. Alors, si on veut rester dans la pédagogie active, il faut aussi prévoir des activités individuelles, mais aussi des activités en équipe. C'est des choses très importantes dans le développement que nous devons faire. Et ces activités-là, on va préférer ou choisir de les mettre ou de les placer à un niveau supérieur dans l'échelle de Bloom. Ça veut dire des activités qui vont demander l'application, l'analyse, l'évaluation, etc. Donc, au haut de l'échelle, c'est beaucoup plus intéressant pour les performances d'apprentissage, mais c'est aussi un mode qui va nous permettre, au moment de l'évaluation, de se retrouver dans ce registre-là qui permet à distance une évaluation plus facile et plus efficace. Alors, du point de vue stratégie globale maintenant, dans cet enseignement à distance, eh bien,
on va, comme on l'a dit, pointer essentiellement le support, précis, concis, médiatisé, et puis s'orienter et vérifier les approches pédagogiques qui doivent grandement être orientées vers la pédagogie active. Alors, je vais développer ces aspects-là en m'appuyant sur ce joli diagramme de HEC Montréal qui reprend un peu les structures des différents modes d'apprentissage en les classant par rapport aux apprentissages passifs et actifs. On va essayer de retrouver notre démarche là-dedans. Alors, on voit évidemment les cours magistrales, lecture, audiovisuel, etc. Et la règle ou le commentaire intéressant là-dedans, c'est que le secret d'une pratique efficace réside dans le fait de diversifier ses méthodes. Et nous, avec ce qu'on vient de dire, donc on va opter pour un support en PowerPoint, c'est parce que l'outil le plus simple, qui est abordable, qui est faisable. PowerPoint, dans les dernières versions, permettent de faire tout cela pour disposer d'un outil ou d'un support sur lequel on trouve du texte. On peut ajouter de l'image, du son et de la vidéo sur un même support. Donc, on va pouvoir vérifier un peu l'audiovisuel qui est indiqué ici. Puis, accompagné du formatif, on va pouvoir introduire des exercices d'application avec une rétroaction efficace et enrichissante pour l'apprentissage. Alors, la discussion de groupe qui est indiquée ici, on va la retrouver dans le mode synchrone. Et c'est là où la place du synchrone est très intéressante. C'est les interactions, c'est les discussions de groupe avec l'enseignant lui-même. L'apprentissage par la pratique, c'est ce qu'on a prévu comme travail individuel, qui peut être fait sous forme de problèmes, ou de projets, ou de simulations, rendus par chaque étudiant. Et puis, le travail d'équipe va se trouver à ce niveau-là, où les équipes vont interagir et vont s'entraider pour apprendre, et puis pour rompre principalement aussi l'isolement dans le cas du confinement que nous vivons. Alors, pour préparer tout cela, on a essayé un peu de reprendre ou de retrouver les différentes étapes préparatives pour un cours en enseignement à distance. Il faudrait voir que ça doit contenir des activités ou des étapes relatives à tout ce qui est asynchrone et tout ce qui est synchrone. Alors voilà le tableau global. Donc il va falloir préciser les apprentissages visés, décomposer en modules comme on vient de le dire. Mais donc, dans ces modules, il va y avoir des choses qui vont être faites en asynchrone, mais en synchrone aussi. Il va y avoir des interactions là. Préciser les évaluations formatives et les rétroactions. Là, ici aussi, on peut avoir de la rétroaction en synchrone. Développer les supports. Donc, tout ce qu'il y avait avancé, c'était des préparatifs, des conceptions. Et là, le développement aussi, ça prend du temps et c'est très important. Concevoir les activités individuelles avec une rétroaction en synchrone aussi. Concevoir les activités d'équipe, planifier dans le temps, puis communiquer de manière très claire et très précise avec les étudiants et étudiants pour donner un peu l'orientation de cours, le temps, ce qui est demandé aux étudiants, etc. Puis après, il viendra l'évaluation qui va comporter un volet individuel en asynchrone, mais aussi en synchrone, une dimension individuelle, et aussi les activités d'évaluation par équipe aussi sont envisageables dans ce cas. Alors, tout cela, pour le réaliser, on a besoin d'outils. Justement, c'est ça la force de la technologie, c'est qu'il y en a énormément de choix d'outils. Je vais citer quelques suggestions, mais ils ne sont pas restrictifs, on peut prendre d'autres. Alors, moi, je dirais que le PowerPoint, c'est un outil qui est à la portée de tout le monde. Avec les versions récentes, c'est un outil très riche sur lequel on peut faire beaucoup de choses, comme je l'ai dit, du texte, de l'image, du son, de la vidéo, sans aucun problème. Donc ça permet de créer justement un support dynamique, intéressant pour cette formation. Je cite Hot Potatoes entre autres. C'est un outil qui est gratuit, qui est abordable et qui permet de développer justement des quiz ou des tests avec des rétroactions aussi intéressantes. Une plateforme, Moodle, qui est très répandue, mais on a d'autres aussi, et qui permet donc de communiquer et même de faire de l'évaluation là-dessus.
Zoom ou Teams ou les outils Google sont aussi des outils pour assurer le synchrone qui sont abordables et sont gratuits pratiquement. Je vais citer Edpuzzle qui est un outil gratuit qui permet justement de développer des capsules vidéo très intéressantes dans lesquelles on peut intercaler de l'évaluation interactive donc sur le support lui-même. J'ai cité aussi Camtasia qui est un excellent logiciel abordable mais qui est payant. Donc tous les autres sont pratiquement gratuits, mais lui il est particulièrement payant mais qui est très intéressant. C'est peut-être intéressant pour ceux qui veulent regarder plus loin, donc faire l'acquisition une fois pour toutes. Voilà, donc là on arrive à la fin. Il y a un volet évaluation qu'on peut discuter, mais j'espère avoir l'occasion de le faire ultérieurement. Je termine ici avec peut-être une conclusion pour faire la synthèse de ce qu'il faut retenir là-dedans. L'étudiante et l'étudiant sont au centre de l'opération. Autour de cette opération, il faut observer une partie de l'asynchrone plus que le synchrone. On a inventé des proportions tout à l'heure, 20-80%. La modularisation avec une évaluation formative est un élément important aussi. Un support simple, concis, précis et médiatisé, une des caractéristiques précieuses dans ce mode d'apprentissage. Puis une pédagogie active à un niveau élevé sur l'échelle de Bloom pour assurer un apprentissage efficace. Voilà, je vous remercie et bon courage.